que tu veux, en fait. Bien. Est-ce que vous êtes chaud pour démarrer? Pour parler d'analyse transactionnelle. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens d'abord qui ne connaissent pas du tout l'analyse transactionnelle? Jamais entendu parler? Eh bien, ce soir, votre vie va changer. Alors, plus sérieusement, est-ce que... Vicky, est-ce que tu es connecté sur Internet? Donc, on salue ceux qui nous rejoignent éventuellement sur Internet, que ce soit en replay ou en direct. Et du coup, vous allez pouvoir poser des questions. Ah, ben voilà, comme ça, on peut vérifier qu'on m'entend bien, donc c'est cool, le micro fonctionne. Donc, si vous êtes en ligne, ben, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, un petit cœur, un petit, je sais pas ce que vous voulez, un pouce. Et surtout, de nous dire où est-ce que vous êtes. Et du coup, Vicky, tu leur fais un petit coucou, comme ça, Vicky qui est avec nous va pouvoir interagir, si vous le souhaitez, en direct. Si vous avez des questions, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Alors, je disais donc, ce soir, donc, analyse transactionnelle. Il y en a qui ont été formés, par différence à ceux qui ne connaissent pas, qui ont fait des formations parmi vous, non? Un petit peu? Dans le cadre de ta formation de coaching? Ok. Un petit peu? D'accord, tu as vu des bouts, des... Ouais. Alors, à la différence, on va dire, de la PNL, l'analyse transactionnelle a une culture moins centrée sur le comment faire, comment définir un objectif, comment mobiliser un état ressources, comment créer un bon rapport, comment renforcer ceci, comment transformer cela, etc. Ça serait plutôt la PNL. La T a plutôt une culture d'origine plutôt analytique. Donc on est plutôt dans une théorie, mais qui cependant est particulièrement intéressante. Moi j'ai été formé dès le début, après bon, j'ai commencé par faire un peu de sophro, après je fais la gestalt, et puis surtout ça a été mon premier gros outil pour intervenir dans le cadre de mon activité de formateur que j'ai démarré en novembre 87. Voilà, pendant 3 ans, en fait, j'ai surtout enfin, je dis 3 ans, mais la réalité, c'est que je l'utilisais plus longtemps que ça dans les entreprises. J'ai beaucoup exploité la T. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Mais on n'est plus dans une théorie. Vous voyez, on est dans le pourquoi ça marche, en gros. Alors, c'est un peu grossier de dire ça, parce que la réalité, que ce soit en PNL ou dans toutes les approches, on a à la fois du pourquoi et du comment, mais la T est plus... Voilà, analytique, vous allez voir. C'est très intéressant parce que ça, par des schémas relativement simples, on peut comprendre en fait qu'est-ce qui se joue en nous-mêmes et en relation avec l'environnement. C'est pour ça qu'on parle d'analyse des transactions. Transactionnelles, c'est donc tout ce qui est tout ce qui s'échange, à la fois avec moi-même, et on va voir que dans cette modalité de transaction, on va avoir des transactions qui vont nous élever, mais parfois nous freiner, et évidemment ce jeu fonctionne avec notre environnement. On va avoir des transactions avec son conjoint, ses enfants, ses amis, les gens inconnus, etc. Et on va voir que dans les modalités de transaction, on peut être soit sur des processus qui vont nous élever, nous rassembler, nous unir, soit au contraire nous désunir, et nous amener dans les conflits. Donc je trouve que en complément à la PNL, c'est très intéressant en termes de mécanique en fait. Alors, à l'origine, on a un homme qui s'appelle Eric Berne, qui en fait utilise la Terre. Enfin, lui, il fait beaucoup d'accompagnement, il est thérapeute, tout ça. Et tout d'un coup, il se rend compte, en fait, que à la manière dont les gens interagissent, au fond, communiquent avec eux-mêmes et avec leur environnement, à la manière dont ils interagissent, il peut presque prédire, au fond, soit les problèmes qu'ils vont avoir, soit les solutions vers lesquelles ils tendent. Et à force de se rendre compte de ça, il se dit, mais au fond, comment je peux amener les patients que j'accompagne à être un peu plus autonomes, les accompagner vers l'autonomie. C'est ça son ambition. Et il se dit, je vais commencer par faire quelques schémas simples qui expliquent en quelque sorte comment ça marche. Et c'est comme ça qu'est née l'analyse fractionnelle. Après lui, beaucoup de personnes se sont évidemment centrées sur le développement de cette approche. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, une formation complète en AT, ça peut prendre du temps. Alors vous avez ce qu'on appelle un 101. Et ça, c'est un peu comme la PNL, c'est-à-dire que les formations d'analyse transactionnelle que vous trouverez, quel que soit l'endroit où vous les trouvez, si elles sont référencées, c'est le cas en général sous la fédération, qui s'appelle l'IFAT, l'Institut français d'analyse transactionnelle, que je vous invite à contacter si vous souhaitez ou vous former. Et vous avez ce qu'on appelle un premier module qui s'appelle un 101. Puis après, vous avez un 202. Et après, par contre, il y a des formations beaucoup plus longues,
qui sont centrés sur le développement des organisations, sur la thérapie, sur la formation, sur le coaching. Enfin voilà, ça s'est énormément développé. Et vous pouvez aller loin, vous pouvez faire des formations de 4 à 5 ans en analyse transactionnelle. Donc, alors moi, l'ambition que j'ai ce soir, c'est de vous donner, on pourrait dire, une vision un petit peu générale de ce qui me semble le plus pratique à connaître quand on veut se développer. Sachant que, alors moi j'ai fait beaucoup de formations, je veux dire j'en ai suivi et j'en ai donné beaucoup, sachant que sur un concept, on pourrait très facilement passer 1 à 2 journées en termes de compréhension, d'exercices pratiques, de mise en situation. Il y a beaucoup de choses. Mais bon, l'idée, c'est que je vous donne un peu les grandes lignes. Et vous allez évidemment faire des ponts avec la PNL, parce que j'en ai fait beaucoup déjà, sans même vous le dire. Mais là, ça va apparaître de manière importante. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'analyse transactionnelle. Mon ambition ce soir, c'est de vous donner un grand tour d'horizon et surtout aussi de vous expliquer comment ces différentes pièces s'assemblent. Moi, j'aime bien la cohérence dans les choses. Alors, je vais vous le donner dans un certain ordre qui me semble cohérent, mais la réalité, c'est que très souvent, vous savez, quand on parle d'AT, la première chose qui apparaît, c'est le PAE. C'est le parent, l'adulte, l'enfant. Hein, c'est souvent, ah oui, le truc avec le... Voilà. Bon, c'est un peu la base, mais en fait, je vais vous le servir un peu différemment. Je vais d'abord vous parler d'un des concepts qu'on retrouve d'ailleurs en PNL, qui sont les signes de reconnaissance ou les marques d'attention, les strokes. Nous, on parle de marque d'attention en PNL, mais c'est la même chose. Mais je vais vous l'expliquer sous l'angle AT, analyse transactionnelle. Et pourquoi je vais commencer par là? Parce qu'en fait, c'est de là que, pour moi, tout le développement humain se construit. En permanence. D'accord? Alors évidemment, en fonction de l'histoire, mais l'histoire, elle se rejoue tous les jours, en fait. Donc, on va voir en fonction de ces marques d'attention, qui sont soit positives, soit négatives, comment elles influencent et sur quel champ, en fait, elles circulent. Enfin, ces marques d'attention, on verra qu'il y a 2 grandes catégories. Une catégorie qui renvoie au mini-scénario, c'est-à-dire à la modalité avec laquelle je fonctionne. Donc vous verrez, on sera plutôt dans du fonctionnel. Et je vous proposerai d'identifier 5 mini-scénarios qui sont les plus connus en AT, qui sont la forme avec laquelle je vais réagir ou interagir avec le monde pour finalement accomplir mon scénario qui, là encore, c'est assez complexe, mais je vais vous le faire en mode simple, c'est-à-dire il y a le mode gagnant, non gagnant et perdant. Et je vais vous expliquer comment, en fait, le mini-scénario va alimenter plutôt l'un, l'autre. Voilà. Donc on va retrouver des choses en lien avec, pour ceux qui ont été formés à l'énéagramme, il y a des trucs, vous allez voir, qu'on va retrouver, mais que je trouve intéressant sous l'angle de l'AT. Donc mini-scénario, scénario. Enfin, pour jouer, on pourrait dire, cette symphonie au quotidien, eh bien, j'ai une tête, évidemment, un cœur, et puis voilà. Donc, en gros, je me suis constitué de 3 grandes catégories qu'on va voir, qui sont les états du moi. Qui est d'abord, on va avoir le vecteur émotionnel, c'est la première chose qui s'est bâtie. Puis ensuite, par acquisition d'apprentissage, j'ai intégré des données. Vous allez voir, on trouve le parent, donc il va se constituer en 2 grandes parties. Et puis au milieu de tout ça, c'est peu à peu constitué l'adulte, qui est encore une zone à partir de laquelle je vais interagir. Donc on aura l'enfant, l'adulte, le parent, je vais vous expliquer tout ça. Et on verra qu'il y a des transactions à la fois en interne et en externe, et qu'en fonction de ces typologies de transactions, c'est pour ça que je vous parlerai de transactions, on verra 4 grandes formes, il y en a plus, mais il y en a 4 grandes, qu'on appelle fuyantes, des transactions dites parallèles ou complémentaires, des transactions dites croisées, c'est là que les problèmes commencent, ou à double fond, c'est là qu'ils s'amplifient. Et du coup, ça va nous entraîner vers un truc qui est très connu, puisque c'est un concept qui a rayonné dans bien d'autres approches, qui s'appelle le jeu psychologique, vous savez, où on parle de la victime, du sauveteur, du persécuteur, etc. Donc je vais vous réexpliquer un peu comment ça marche et surtout quels sont les degrés d'intensité, j'en ai un petit peu parlé parce que je fais les ponts avec la PNL. Et puis de ces jeux psychologiques, on va élargir le spectre autour de toutes ces modalités d'interaction à laquelle on peut être. Et on verra qu'il y a différents étages qui sont en fait des intensités différentes entre, on pourrait dire, la posture dans laquelle vous avez le moins d'interaction, qui est le retrait, soit parce que vous avez décidé de vous retirer sur votre téléphone et vous couper des autres, soit parce qu'il est involontaire, hein, il y a des micro-comportements qui vous y entraînent, au degré le plus fort qui est l'intimité, que vous pouvez avoir avec une personne, avec un groupe de personnes, avec un environnement. Donc je vais vous expliquer cette structuration du temps. Et on finira par les positions de vie, qui en permanence, là encore, définissent mon rapport à l'environnement. Donc il y a moi par rapport à moi et les autres, bien sûr. On verra que je peux être dans une posture gagnante-gagnante, non gagnante, enfin bon bref. Voilà. Je vous parlerai d'ailleurs de 2 choses. Je vous parlerai des niveaux d'autonomie, dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance. Ça, c'est ce qui est le plus connu. J'en rajouterai 2 que Vincent Lennart a
particulièrement développées, qui sont la notion d'appartenance et de reliance. On retrouve évidemment des points avec la T, puis comment ça peut se jouer et comment on transite très très rapidement d'une position à l'autre. Voilà. OK? Donc, signe de reconnaissance, mini-scénario, scénario, les états du moi, transactions, jeu psychologique, structuration du temps, et tout ça en 50 minutes. Allez, un peu plus, 1 heure. D'accord? Alors, je vais faire des petits pré-schémas pour gagner un peu de temps. Alors, on va commencer par les marques d'attention. Alors, normalement, ça devrait aller assez vite, parce qu'il y a évidemment pour vous des choses que vous connaissez déjà, que ce soit parce que vous ayez ou non fait de la PNL, parce que ça vous paraît évident, il faut savoir que tout a tellement évolué aujourd'hui qu'on en parle souvent. Bon, alors ces marques d'attention, on est d'accord, c'est toutes les formes d'attention qu'on vous porte. Elles peuvent être positives ou négatives. Alors positives, ça ne veut pas dire qu'elles sont plaisantes. Positives, ça veut dire qu'elles vous font grandir. D'accord? Donc on va mettre un plus, parce qu'elles vous mènent vers le haut, elles vous amènent à grandir. Alors, il y a ce qui vous arrive, il y a surtout ce que vous en faites, hein, on va voir. Donc ça, c'est les marques d'attention dites positives. Et puis les négatives, bah, c'est l'inverse. C'est celles qui vont limiter d'une manière importante ou moins importante votre développement. D'accord? Voilà, bah, c'est simple. Soit ça vous fait grandir, soit ça vous empêche de grandir. Juste SDR, c'est quoi le... Alors ça veut dire signe de reconnaissance. Ou stroke en anglais, ce qui est pas mal utilisé, qui veut dire caresse d'ailleurs, et qui en gros c'est l'impression que je vais avoir en fonction de l'information ou de la stimulation que je vais recevoir. Et puis il y a celle aussi que je vais donner. Donc en gros, en termes de transaction, il y a 4 formes. Il y a celle que vous recevez, d'accord? Il y a celle que vous donnez. Dans celle que vous recevez, il y a celle que vous acceptez ou que vous refusez. Je peux par exemple vous envoyer une marque d'attention positive, vous l'accueillez pleinement ou vous la refusez. Vous allez dire, non mais j'y crois pas, il dit ça parce qu'il est sympa, mais c'est tout. Et puis il y a celle que vous allez donner, parce que vous-même, vous allez distribuer des marques d'attention. Certaines vont être reçues, parce qu'elles vont être acceptées ou refusées. Et puis il y a un dernier territoire, c'est ce que vous allez apprendre peu à peu à vous donner à vous-même, avec plus de conscience. Parce que en fait, vous en donnez en permanence, mais pas forcément avec conscience. Okay. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est interaction. Alors, ces marques d'attention, comme on l'avait évoqué en PNL, vous allez les recevoir sur différentes zones de développement sur lesquelles repose votre vie. Hein, vous savez, il y a des besoins fondamentaux que vous avez. Vous vous souvenez, les premiers plans, c'est tout ce qui a trait à votre sécurité, besoin, par exemple, si je suis dans un environnement où l'argent coule à flot, j'ai beaucoup de richesses, etc., je ne reçois pas les mêmes messages, en quelque sorte, que si je vis toujours dans le manque. Hein, donc, que ce soit sur le plan matériel, financier ou physique, hein, enfin, je veux dire santé. Par exemple, si je grandis avec un environnement où les gens prennent beaucoup en compte leur santé, que ce soit par l'alimentation, le sport, etc., eh bien, évidemment, j'emprunte évidemment des modalités, donc des considérations à l'égard de la santé qui vont être différentes que si je grandis dans un environnement où personne ne fait attention à ça. Sur un plan affectif, c'est la même chose. Par exemple, si je suis dans un environnement aimant, c'est pas la même chose que si je grandis dans un environnement où il y a beaucoup d'agressivité. Si, par exemple, mes parents se prennent souvent dans leurs bras, me font des câlins et des choses comme ça, eh bien, je n'intègre pas, encore une fois, des messages ou des modalités ou une nourriture de la même façon que si eux, ils sont toujours en conflit ou qu'ils se parlent à la troisième personne en permanence et que personne se touche. Vous voyez ? Alors, c'est ni mieux, on dit pas que c'est mieux ou moins bien, mais on dit que, évidemment, en fonction des champs, je vais recevoir ou non des choses. Sur le plan intellectuel, c'est la même chose. Si à chaque fois que maman qui discute avec, je sais pas moi, la voisine, moi je suis là en tant qu'enfant, et puis tout d'un coup la voisine s'adresse à moi, et si au moment où je commence à parler, maman termine à ma place, elle est dans une intention positive, mais la réalité, c'est que je finis par croire qu'heureusement que maman est là, parce que sinon, elle veut m'aider, mais la réalité, c'est qu'elle n'est pas en train de m'aider, vous voyez ? Donc on pourrait dire que l'intention est positive, mais là pour le coup, la marque d'attention n'est pas forcément positive pour moi. D'accord ? Ça va me limiter. Et auquel cas, je vais pouvoir penser qu'heureusement que maman est là pour penser à ma place. Si par contre j'ai des parents qui me sollicitent beaucoup autour de mes questions, qui me demandent ce que j'en pense, ce que je ressens, etc., c'est clair que je n'ai pas la même considération vis-à-vis de moi-même. D'accord ? Si j'ai un parent qui me dévalorise, je ne vais pas me valoriser de la même façon que si j'ai un parent qui me dévalorise. D'ailleurs, le problème de la valorisation et de la dévalorisation, c'est bien sûr ce que je reçois, mais ce que l'enfant va faire avec lui-même, en fait. Hein. Spirituellement, c'est la même chose. Par exemple, on peut grandir avec une autorité spirituelle plus ou moins conscientisée, où je me dis, oulala, si jamais je fais une faute, je vais être puni. Enfin bon, on peut avoir des trucs assez forts. J'ai souvenir comme ça d'une femme, groupe de thérapie, pour donner un exemple.
quand elle était enfant, vous savez, elle est à la messe comme ça, puis il y a un certain nombre d'enfants. Puis un jour, le prêtre lui avait dit, parce qu'elle a dû faire une connerie, je sais pas quoi, tu n'es pas digne de recevoir cette couronne de fleurs. Enfin, voilà. Donc, du coup, elle n'avait pas participé à la fête, mais elle l'avait vécu comme dans sa tête d'enfant, comme une dévalorisation divine, en fait. Donc, vous voyez, c'est un peu costaud, parce que plus vous avancez là, plus les marques d'attention vont être puissantes, en fait. Hein. Voilà. Etc., etc. Je peux croire que Dieu est là pour me condamner ou au contraire me faire grandir. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de croyances et tout ça qui vont découler de ça. Et puis au niveau dernier point, c'est tout ce qui est le droit au rêve. Hein. C'est cette phrase qui dit arrête de rêver, mon petit, c'est pas si simple, machin. Ça peut éteindre des rêves importants ou au contraire en donner. Donc, vous voyez, sur tous ces terrains de jeu. On pourrait dire le premier, c'est tout ce qui est sécuritaire, donc matériel, financier, tout ça. Tout ce qui est relationnel, affectif, c'est tout ce qui est lié à vos échanges. Tout ce qui est intellectuel, votre capacité à apprendre. Tout ce qui est d'ordre spirituel, capacité à vous situer par rapport à un ensemble plus large. Par exemple, si je grandis dans une famille où les gens ont très peur de la mort, ou au contraire, des gens sont très en paix avec ça, je ne vais pas... il y a même des cultures où la mort se fête, se célèbre, en gros. Hein. Et puis... si je suis entouré de gens qui croient à leurs rêves, par exemple, qui vivent selon leurs rêves, c'est pas la même chose que si... bref. Donc, sur tous ces plans, on va donc recevoir du positif ou du négatif. Voilà. Et en fonction de ces messages, moi, je vais prendre des décisions. Des décisions de grandir ou de pas grandir, de croire ou de pas croire. Vous voyez, c'est là que le système de croyance va se bâtir. Pour donner un exemple, c'est tellement puissant l'inconscient, parce que lui, il a besoin d'être aimé, reconnu, exister, hein. Que si, je vais vous donner un exemple, c'est pas tout le temps le cas, mais imaginez que des parents, par exemple, aient un propos du type « Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons quand ils sont tout petits, ah, s'ils pouvaient rester petits et gentils comme ça, ce serait top, etc. » À votre avis, l'inconscient peut créer, c'est tellement puissant, hein, il peut décider, par exemple, de rester petit, enfant, malade ou quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, il reçoit plus de barres d'attention. Exactement comme tous les messages qu'on va voir derrière, il peut apprendre à faire plaisir, voilà, parce que c'est les messages qu'il a reçus, il peut apprendre à faire des efforts, on va le voir. Voilà. Donc, vous voyez, il y a à la fois ce qu'il va faire et puis ce qu'il va être. Évidemment, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on va appeler du conditionnel. C'est lié à une condition. Bon, ça vous rappelle des choses en termes de faire et d'avoir. Hein. Donc, je vais valoriser le faire ou l'avoir. Par exemple, tu as eu des bonnes notes à l'école, tu te tiens bien, c'est super, tu es gentil avec maman, voilà, tu as bien travaillé aujourd'hui. Vous voyez, donc je vais valoriser le faire ou l'avoir. Et derrière ça, évidemment, le message qui est, c'est au fond, je t'aime quand tu fais ceci ou quand tu as cela. D'accord ? Donc ça, c'est très fort en termes de mobilisation. Et puis l'autre champ, hein, et ça concerne évidemment tous les domaines, c'est le terme d'être. Donc là, on va plutôt jouer sur la dimension d'être, et donc la capacité que vous avez à apporter à votre environnement des choses positives. Si par exemple je vous dis, j'aime votre présence, j'aime votre confiance, je trouve que c'est une superbe énergie, j'adore votre disponibilité, je vous trouve très pertinent. Voilà. Au fond, c'est tous les verbes en termes d'être, en gros, et ça qualifie beaucoup plus votre potentiel. À la limite, si vous avez échoué, c'est pas grave, sache que la prochaine fois tu réussiras. Enfin, vous voyez, je fais vraiment une différence entre la dimension d'être et la dimension du faire et de l'avoir. Hein. Je vous rappelle que nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Voilà, donc, alors, ces deux types de messages, et j'arrive sur la suite, vont donc, les conditionnels vont plutôt, en termes datés, développer ce qu'on appelle de mini-scénarios. Alors, c'est ni bien ni mal. Ce qui est important, on appelle ça aussi des messages contraignants. Pourquoi contraignants ? Parce que la T met plutôt en avant le côté freinant, en fait, hein, la difficulté, même si derrière, il y a aussi beaucoup de qualité dans chacun de ces mini-scénarios. Donc on va voir les deux. Alors je vais proposer le premier, là, où je mets un petit bonhomme avec des petits arrondis autour. Ça renvoie au côté chaleureux, machin. Et le premier, ils n'ont pas d'ordre, hein, mais c'est comme ça que je veux. C'est fais plaisir. Alors tu fais plaisir, par exemple, tu as été gentil, tu n'as rien dit, tu as donné la plus grosse part à ton petit frère, voilà, enfin bref, tu as été sage et tout ça. Donc en gros, là, l'enfant, ce qu'il comprend, c'est je suis quelqu'un de bien parce que je réponds aux besoins de l'environnement. Alors, c'est pas grave, jusque-là. Ça peut développer des tas de qualités. Là où ça va devenir contraignant, c'est à partir de quand, selon vous ? C'est quand son droit d'exister est conditionné par le fait
d'être gentil. Vous comprenez? C'est pas tu es gentil et tu as le droit de temps en temps de... c'est l'être en fait. C'est que tout d'un coup ici, au niveau, on va voir scénario, hein, c'est-à-dire, eh bien, on va toucher l'être, c'est-à-dire comment je me sens ici. Et on va voir qu'il y a 3 types de scénarios. Je vais vous en parler, comme ça on fera les liens avec à chaque fois. Il y a le scénario gagnant, non gagnant, que je vais faire en orange là. Hop. Et puis, alors tout ça c'est des gros traits comme on dit. Après il y a des subtilités là-dedans, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Ou scénario perdant. Donc perdant, gagnant et non gagnant. Alors comment on dissocie Alors, je vais commencer par le non gagnant. Le non gagnant, c'est que j'ai privilégié plutôt le faire et l'avoir dans ma vie. Par exemple, mes parents ont souhaité que je devienne médecin, je suis devenu médecin, je suis devenu professeur. Voilà. J'ai appris comment j'avais intérêt à m'en sortir. Donc j'ai intégré un cadre, et dans ce cadre, enfin c'est pas malheureusement, c'est que j'y suis plutôt bien. Ma vie est à peu près cadrée par rapport au... Voilà. Sauf que je peux même avoir une réussite sociale assez importante, mais je suis pas très heureux. Enfin, je suis heureux, je suis pas malheureux non plus. Voilà. Mais vous voyez, je suis plutôt un fonctionnel en fait. Malheureusement, si jamais je m'y retrouve un peu, mais voilà. À la limite, j'ai fait ça parce que. Ouais, vous voyez, c'est pas le désir de cœur qui a mené le plus le truc. Un scénario gagnant, c'est un scénario, c'est ce que vous venez faire en PNL, c'est un scénario qui prend en compte ici cette dimension d'être. En l'occurrence, derrière, les valeurs, ce à quoi vous aspirez le plus. Je veux dire par là que si mon truc, c'est d'aller garder les chèvres sur les plateaux du Larzac, parce que c'est mon kiff, c'est là que je suis heureux, ben, je vais privilégier cette valeur-là. Je peux être un médecin très heureux, parce que voilà, c'est ma mission. Vous voyez, je me sens porté. Donc la différence entre ici, je peux avoir un statut social plus ou moins élevé, mais la différence ici, c'est que ça me rend réellement heureux. Donc vous voyez, la dimension émotionnelle, le rêve de cœur devient prépondérant. Au fond, mon kiff devient prépondérant par rapport à l'action. Donc je ne fais plus les choses pour avoir, je les fais parce qu'elles m'animent. Bien sûr, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de retours là-dessus. Voilà, donc je suis un gagnant parce que je suis heureux sur un plan émotionnel. Si je suis dans le non-gagnant, ben, ça veut dire que le plan émotionnel est moins pris en compte, et du coup, ben, je vais dépenser des efforts, voire même, je vais chercher à compenser le bien-être par de la performance. Et on voit ça énormément, et ça va m'amener plutôt vers le bas. Mais j'y vais pas par plaisir vers le bas. J'y vais parce que je crois que pour être heureux, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je réussisse, il faut que je sois puissant, il faut que je sois ceci. Et donc du coup, comme je ne suis pas heureux intérieurement, je vais investir temps, énergie, argent pour avoir, vous voyez? Et je crois que si j'ai plus d'argent, je serai plus heureux. Si j'ai encore changé d'endroit, donc je suis dans l'illusion du rêve, et je suis prêt à me faire mal, en fait, pour aller chercher ce truc-là. Et finalement, ça finit avec des dérèglements de plus en plus forts. Alors, dans les mini-scénarios, on va voir dans la forme quelle modalité je vais plutôt choisir. Par exemple, un fait plaisir, s'il est gagnant, il adore faire plaisir, mais s'il a envie de vous dire non, c'est aussi facile de vous dire non que de vous dire oui, parce qu'il est libéré intérieurement. Ça n'empêche pas qu'il a un vrai désir, ça l'anime de faire plaisir, mais ce sera le moi d'abord, comme dirait mon ami Laura Massis, c'est mon moi d'abord qui passe d'abord. Voilà. Ok ? Une fois que... Voilà, parce que c'est le respect de moi-même, etc. Par contre, j'ai un grand talent pour faire plaisir. Si je suis en moyen ici, je me dis, bon, il y a des moments où je me fais plaisir quand je ne peux pas faire autrement, mais voilà, au fond, j'ai fait ma BA, j'ai servi les autres, je me suis occupé des enfants, des machins, alors je peux, de temps en temps, me faire du bien. D'accord ? Si maintenant, je ne me sens pas OK, intérieurement, bonjour Audrey. En retard, beaucoup même. Bienvenue parmi Merci nous. Beaucoup. J'ai eu peur pour le téléphone, mais c'est bon. Je vais être perdant, pourquoi ? Parce qu'à force d'aider les autres, moi je n'existe pas. Et je vais finir par souffrir du manque de retour. Alors si vous connaissez l'énéagramme, c'est un régal. Avec le niveau 2, c'est
Les dents, c'est exactement ça. Donc je vais donner, et parfois ils perdent la santé en fait. Mais moi, je n'existe pas, vous voyez, je n'existe qu'à travers le don que j'ai aux autres. Hein. Alors c'est pas grave, sauf que ça peut finir au suicide. Hein. Puisque comme j'ai pas le retour, bah, du coup, je culpabilise d'abord mon environnement, après je vais me mettre à boire, et puis après je vais dire, bah, laissez-moi toute seule, de toute façon je suis encore mieux tout seul, et puis s'il faut, j'irai voilà, je ferai une ou deux TS, hein, par exemple. Ça c'est pour pousser l'alerte un peu plus fort. TS, ça veut dire tentative de suicide. Et puis je finirai par, voilà, pour m'autodétruire. Okay, bon, le pire n'est jamais certain, mais c'est juste pour vous dire comment le... Et ça, un thérapeute qui est un peu alerté là-dessus, ou un coach, ou un formateur, ou n'importe qui est un peu alerté là-dessus, va le voir. Alors, la T, en tout cas, le montre. Après, on va le retrouver dans l'énéagramme, on va le retrouver dans plein de choses. Oui. Alors, il y a un autre scénario qui est de la même couleur, enfin, mais qui touche une autre dimension. J'ai fait un parallèle comme ça. Un parallèle, ça veut dire j'adore l'ordre. Oui. C'est pas la finalité qui m'importe, c'est la manière dont on va y aller, en fait. Ce qu'on appelle les soi parfaits. Mais le soi parfait, c'est bon ?